Bonsoir à tous les amis. Quelle soirée d'anthologie. On pensait avoir tout vécu déjà en 2026 avec la finale à la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà-t-il pas que 10 jours après, ce sport nous rappelle à quel point il peut être surprenant. Il peut tout se passer. Ça peut être du grand n'importe quoi. On savait qu'on allait vivre un gros multiplex parce que forcément, 18 matchs en même temps, il y a des risques pour que ça aille un petit peu à droite à gauche. Mais ce scénario à la fin, si on m'avait dit avant ce multiplex que l'équipe française, l'équipe de Ligue 1 qui s'en sortirait le mieux, qui serait la plus satisfaite de cette dernière journée, la huitième de la Ligue des Champions, ce serait l'AS Monaco. J'aurais eu beaucoup de mal à croire. Après, pourquoi pas, hein. Mais alors, que le PSG sorte du top 8, on savait qu'il y avait un risque, hein. S'il n'y avait pas de victoire, forcément, derrière, tu avais des équipes qui tapent à la porte, Chelsea, l'Inter, le Barça. Mais vous voyez où je veux en venir. Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? Bruges qui a tapé 3-0 l'OM, et même en perdant 3-0, parce que normalement tu perds 3-0, tu perds ton cinquième match sur 8 en LDC, tu dois sauter, mais vous savez que c'est une formule, on peut se faire sauver avec 9 points et une différence de but qui tient. Et on s'est dit, tiens, attention, attention, peut-être un but du PSV Eindhoven, attention, un but de Paphos. Et là, dernier coup franc, dernière action, dernier match du multiplex encore en lice. Benfica contre le Real. Benfica qui menait 3-2. Et en plus, des scènes très rigolotes parce que le gardien, tout ça, les joueurs qui commençaient à jouer à la montre, il y en a qui n'étaient pas au courant sur le terrain que Benfica était 25e et était éliminé. Et, et du coup, t'avais tout le monde qui était en furie, Mourinho, le staff, les adjoints, t'avais Rui Costa qui pétait un plan en tribune. Du coup, ils ont compris. Ce dernier coup franc, Benfica marque, et du coup, ça élimine l'OM. Mais Benfica marque à la 90 plus 8, alors qu'il y avait déjà eu 95, mais bon, avec le carton rouge de Rodrigo, les gains de temps et tout. Mais c'est Troubine, le gardien, qui marque. Mais ce club, l'OM, comment encore, toujours, pourquoi OM Annecy, OM Tottenham, OM Feyenoord, OM Atalanta, il y en a eu tellement des scénarios, juste sur ces dernières années. On pourrait remonter évidemment dans l'histoire du club. 94,6% de chances de se qualifier, quasiment 95%. Une chance sur 20 de ne pas y aller. Et si on inverse le raisonnement, 19 sur 20. Ça devait le faire. Même en étant mauvais, même en se prenant 3 buts, même en étant ridicule à Bruges. Je pense que l'expression olympique de merveille n'a aussi jamais bien porté son nom. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Parce qu'encore une fois, tu peux être très mauvais, comme ça a été le cas à Bruges, mais avec cette formule et cette différence de but, tu pouvais être sauvé. Et j'ai halluciné parce que j'ai vu. D'ailleurs, Troubine, au passage, ça rappelait le but de Provedel lors du Lazio Atletico. Il y a des attaquants qui mettent pas d'aussi beaux coups de casque. Il y a des buteurs qui ne sentent pas aussi bien le jeu de tête. Il y a des numéros 9 qui ne savent pas mettre des boulets de canon comme ça avec le crâne. Et la tête, elle est plongeante, elle est trop bien exécutée. Mais franchement, je ne sais pas. Je pense aux supporters qui doivent en avoir ras la casquette et d'avoir vécu encore un truc aussi fou, improbable, lunaire. Ah, mais je suis d'accord avec vous, par contre, ça sentait venir, quoi. Déjà, les trucs de probabilité quand t'es l'OM, limite 95%, il aurait mieux fallu que ce soit du 50-50, comme ça te trottait pas dans la tête. Si ça avait été juste, voilà, dans une chance sur deux, ok, mais là, 95% de chance de se qualifier, normalement, enfin, voilà, c'était sur un plateau. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que l'OM, plusieurs fois dans la soirée, en perdant, s'est fait devancer. T'as eu un coup Bilbao, après, t'as eu Bodo Glimt. T'as eu, comment ça s'appelle, le PSV, puis t'as eu Naples, et après, bon, bah, tout est rentré dans l'ordre. À partir de la 60e, je crois, 70e, l'OM était provisoirement qualifié. T'as eu l'Olympiakos, exactement. On a tous même recommencé à regarder les calculs. Hop, but de l'Inter. Du coup, c'est le PSG qui passe en position de barragiste en haut. Du coup, bon, on aurait peut-être pu avoir un classico en barrage. Et là, alors là, Paphos, bien sûr. Paphos qui a failli le faire. Paphos qui a fait une campagne de Ligue des Nations incroyable. Et au global, bravo à tous les petits, hein, parce que Karabag est dans les 24, Bodo Glimt y est, Paphos était à un ou deux buts de se qualifier. T'as également le Kairat Almaty qui a pas été ridicule, tu vois, ils ont perdu 3-2 ce soir contre Arsenal, donc ils ont montré les choses pour un tout petit club quand même, c'est pas mal. Mais on va revenir sur ce qui nous intéresse. L'OM, mais ce sabotage, ce sabordage, c'est fou. Alors bien sûr, on sait que t'as des joueurs qui étaient pas là, bah, les recrues comme Nwaneri et Timber, t'as Emerson aussi qui t'apportait beaucoup de choses, mais t'avais quasiment tout ton effectif là.
Le match, c'est celui que j'avais en fil rouge. Pour tout vous dire, j'avais forcément celui multiplex. Et quand tu vois les 5 premières minutes où ça déclenche le jingle à 6-7 reprises, je me fais waouh, là déjà on est parti sur une grosse soirée. Et quand j'ai vu l'OM perdre très très vite avec ses 2 buts, je me suis dit on va garder quand même le gros match sur l'OM. Donc vous savez, ce soir ce sera un débrief un peu particulier. J'aimerais vous mentir et vous dire que cette salle ressemble à la NASA et au lancement d'une fusée à Cap Canaveral, mais non, je n'avais pas 18 écrans, je pouvais pas sortir l'iPad, la 3DS, la Switch 2, les 2-3 écrans PC pour essayer de capter toutes les images. Donc j'ai vraiment suivi le multiplex à fond et je pense que c'est le principe de cette soirée. Comme je dis, c'est vrai que cette campagne de Ligue des Champions, ce format, c'est très long, mais j'aime bien parce que ça fait un grand bazar, c'est le bordel, et voilà, c'est une fois par an, tu vois. Si c'était une fois tous les mois, je pense que ce serait assez lourd, mais là, pour le coup, là, je pense qu'on n'a pas boudé notre plaisir. Donc, comme je vous le dis, on va essayer d'analyser à chaud, et c'est jamais évident parce que il peut se passer beaucoup de choses, il peut se dire beaucoup de choses, mais l'OM ce soir a vécu, ouais, un des pires moments de son histoire. Mais vraiment, je pense qu'il faut le dire en termes de, de vécu, de scénario, de manque, de faute professionnelle. L'OM, c'est terrible. Enfin, vraiment, comme je te dis encore une fois, ce qui est fou, c'est que tu pouvais être sauvé en perdant 3-0, en perdant 5 matchs sur 8, et tu passais par la toute petite porte. Après, derrière, oui, c'était, je crois que c'était le PSG ou l'Inter de mémoire. Donc, quoi qu'il arrive, tu avais du lourd, mais au moins, tu étais barragiste. C'est ce qu'on visait. Mais que cette équipe, et puis cette sortie de cette manière-là, c'est. Ouais, c'est juste écœurant, quoi. Enfin, vraiment. Et ouais, du coup, ça, c'était Real ou Inter, ouais. C'est Real ou Inter. Et le PSG OM. Dommage, mais bon, en même temps, vu la situation de l'OM, ça aurait été assez fou. Donc, bonsoir en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous remettez de vos émotions. C'est tout chaud, là, le multiplex est terminé il y a même pas 20-25 minutes. Et j'ai l'impression qu'on a vécu ouais, une soirée, on s'en souviendra. Mais comme je vous le dis, franchement, il y a 10 jours, c'était la finale de la CAN. C'était vraiment un truc totalement déjà lunaire. Mais alors là, le scénario de ce soir, mais même en le disant, ça paraît fou, quoi. L'OM se fait éliminer par un but à la dernière minute d'un gardien. Je sais pas, mais les buts de gardien, on en voit quoi une fois tous les 6-7 mois. Et encore, des fois, c'est des trucs de Liga 2, c'est des trucs de Ligue 1 en Angleterre, des fois, c'est de la MLS, c'est hyper lointain. Moi, j'ai souvenir de Provedel, j'ai souvenir d'Ali Amada, des choses quand même lointaines. Mais la tête en plus, c'est que le gardien, il te met vraiment une vraie patate du crâne. Oh là 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 là. Franchement, c'est chaud quoi. Je, je me pose des questions. Alisson, bien sûr. Alisson contre West Brom. Évidemment, il y a aussi Grégory Vimbé, des joueurs qui en ont mis des buts comme ça. Mais oh là 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 là. C'est pas possible. Vraiment, enfin, je sais pas. Je me pose des questions. Si je suis Roberto De Zerbi, est-ce que c'est pas un soir à démissionner? Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour la saison de l'OM? Parce que la Coupe d'Europe, c'est quand même un enjeu fondamental. Tu te disais, bon, pour les barrages, tu récupères potentiellement Timber et Nwaneri. Là, déjà, tu vas avoir du temps de jeu en moins. Attention, parce qu'il y a aussi un autre tournant. Dans quelques jours, tu as ce huitième de finale de Coupe de France à maison contre Rennes. Si tu perds, là, ça peut vraiment te mettre le feu aux poudres. En Ligue 1, bah, je pense que tu vas être top 3. Mais comment tu vas pouvoir terminer et quel impact ça va avoir? Quelle récession du vélodrome? Beaucoup de choses à analyser. Et dans l'après-match, j'ai vu, juste avant de prendre l'antenne, j'ai vu Balerdi qui était au micro de Margot Dumont sur Canal, qui avait l'air assez marqué. Ouais, en fait, ils sont passés totalement à côté de leur truc. Et je sais pas s'ils réalisent vraiment à quel point 95, 95% de chance, encore une fois, les gars. 95%. Vraiment, je suis allé voir le tableau des probabilités. L'OM qui se qualifie, s'il gagne, l'OM se qualifie. S'il y a défaite, mais il faut qu'il remplisse telle ou telle condition. Et là, parmi les 7 sur 10 conditions, bah, ça s'est passé. Parce que oui, bah, encore une fois, tu es dans une soirée multiplex qui est lunaire. Et une pensée forcément pour les parieurs, ceux qui pensaient, voilà, qu'ils allaient devenir millionnaires, que ça allait bien se passer. Quand tu vois les différents scénarios, Benfica Real, PSG Newcastle, Bruges OM, ça rappelle à quel point c'est un sport qui est dur à prédire. Tu gagnes pas, enfin, avec les paris, c'est impossible. Donc, et je pense que l'exemple marseillais, encore plus que quiconque, te ramène à cette réalité. C'est que tu sais jamais trop comment le prédire. Mais alors là, la manière dont ça se termine, j'avoue que je suis toujours un petit peu sonné, quoi. J'espère que ça va pour vous. J'ai quelques Marseillais dans le chat, donc on va essayer d'être gentil avec eux, de pas leur rappeler des mauvais souvenirs immédiats. Je sais que vous êtes très nombreux, je vais pas pouvoir saluer tout le monde, mais évidemment, salut à Gauthier, Jack Steller, David Da Silva, supporter benfiquiste heureux, Hugo SSE, Cannes, Amiwar, Baz Labicrave,
Kangix, Bugs, Valou PSG, Top Level. Je sais que j'ai aussi Karim dans le chat qui est un supporter marseillais qui est désabusé. Soso Chat, la modératrice, qui est présente, évidemment, pour passer tous ensemble du beau temps. Merci à tous ceux qui ont lâché leur petit abonnement. Nicolinho, Max, The NBA. J'ai même quelqu'un qui s'est sub juste avant le live, donc merci à Hippolyte de régaler. Donc non, franchement, merci à vous les gars. Je me disais, on va finalement faire une soirée débrief comme prévu. On va voir les différents matchs des clubs français, mais je pense que ça va vraiment être le fil rouge sur l'OM parce que c'est le truc qui sonne un peu tout le monde. On va parler aussi du PSG qui ne se qualifie pas dans le top 8, c'est quand même une déception. T'as aussi Monaco. Tu peux avoir un PSG Monaco et du coup potentiellement plus qu'un représentant de Ligue 1. Donc très vite ça peut être tendu dans ce sens. On va aussi se projeter forcément sur les barrages, voir un petit peu qui peut affronter qui, revoir ce classement. Et ouais, il faut analyser le flop marseillais, quoi, ce fiasco. Enfin, après, c'est toujours dur parce qu'encore une fois, t'es pas à froid. Mais OM Annecy en Coupe de France, après avoir sorti le PSG, c'est déjà fou. L'OM Tottenham avec l'occasion de Kolasinac et tu prends ce but à la dernière minute qui t'élimine et t'es même pas reversé en Europa League, c'était pas mal. T'as l'Atalanta, là le match qu'on a vu récemment. T'as Feyenoord à la maison où tu n'emmènes pas tout le monde avec toi. Après, t'as des matchs de Coupe de France parce que c'est l'OM. T'as Carquefou, t'as Andrézieux, t'as Grenoble, t'as Le Canet. T'en as eu des exemples. Mais là, je sais pas quelle trace ça va laisser. Est-ce que De Zerbi, qui voilà, est assez chaud, qui aime bien s'attraper avec des coachs de R1, avec des journalistes français, comment il va s'en sortir? Parce que là, évidemment, on va lui imputer ça. Il y a des joueurs qui sont totalement passés à côté ce soir. Tu vois, Balerdi, même à garde, ça a été très compliqué. Rouli sur le premier but, oulala. T'as également Kondogbia, que j'ai vu en grande difficulté. Gouiri, Traoré, Greenwood qui a forcé la frappe de manière trop bourrine. Et sincèrement, tu peux faire joueur par joueur, mais le coach encore une fois, parce que pour moi c'est du De Zerbi ça. Il faut qu'il réussisse quand même à qualifier l'OM dans une LDC où oui, tu avais un tirage au sort qui pouvait être relou, mais bon, on se souvient de certains scénarios. Tu peux avoir des regrets sur Atalanta pour moi, ça c'est clair et net. Et même si tu es même plus tatillon, repense au but que t'encasses à la dernière minute contre Liverpool la semaine passée, où tu passes de 2 à 3-0, et c'est ça qui te plombe ta différence de but. Comment De Zerbi va assumer? Qu'est-ce qu'il va se dire? On sait que Benassia et tout, il aime bien parler aussi, envoyer des messages. Là, il faudra être costaud. Dans l'après-match, comment est-ce que tu vas un petit peu savoir rebondir? Si pour sauver la saison, pour moi, il n'y a pas photo, c'est une Coupe de France. Enfin, oui, il y a peut-être encore la Ligue 1 et le PSG n'est pas trop loin, mais ça paraît quand même toujours un peu compromis dans un championnat où tu as le PSG. Mais pour moi, c'est la Coupe de France ou rien. Et même avec ça, tu vois, ce qui s'est passé ce soir, c'est un truc, on en parlera longtemps. Enfin, déjà, l'histoire d'Annecy, la défaite au tir au but, les mecs d'Annecy qui étaient venus en Flixbus, c'était rigolo. Mais alors là, le scénario, enfin, est-ce qu'on se rend compte à tête reposée un petit peu là, une demi-heure après, ce qu'on vient de vivre? Enfin, le but à la dernière minute, parce que ce soit sur Paphos ou Benfica, fallait surtout pas encaisser ça. Et finalement, ils l'ont fait, donc waouh! Ah, Kanto! Ah, dédicace à Kanto 30. Après, Kanto, il a dit, c'est vrai, lui, il avait pas peur de Bruges dans le sens, si t'es loin, tu dois pas craindre Bruges. Après, t'as à ne pas craindre et t'as à te faire rouler dessus. Parce que là, non, c'est vrai que Bruges, en tout cas, ça peut être un bon moyen de rappeler à quel point il faut savoir être humble, modeste, quand on est dans un championnat à la Ligue 1 où tu as des belles équipes, tu as des beaux joueurs, mais il y a aussi des choses hors top 5 européens qui se passent de belle manière. Au Portugal, on l'avait vu il y a quelques années aux Pays-Bas, même Bâle, tu vois, qui avait sorti Nice il y a quelques années en Conference League, tu as aussi d'autres. Voilà, dans des pays plus lointains. Mais en Belgique, on sait qu'il se passe quelque chose. On a vu l'Union Saint-Gilloise proposer pas mal de belles séquences. Et Bruges, en LDC, depuis 2-3 ans, voilà, ils avaient déjà fait un 8ème. Là, l'an passé, ils avaient refait un 8ème, ils s'étaient tombés contre Aston Villa. Ils avaient tapé l'Atalanta. Là, ils sont invaincus à domicile. Ils ont fait tomber Monaco 4-1 avec la manière. Ils ont tenu tête au Barça 3-3 dans un super match. Moi, je me disais, finalement, ce que je crains pour l'OM, c'est les espaces laissés. Et je veux pas faire l'expert, le puriste. C'est pas ma manière d'aborder le foot. Mais juste dans l'émission d'hors-jeu d'hier, je disais, c'est là où je crains cette équipe. C'est que je pense que défensivement, elle peut avoir des failles. Ce soir, tu as eu un excellent Ordonez. Tu vois, l'OM qui suit Ordonez, c'est un peu comme Cassano qui parle de Moussiala, Bayern di Monaco. Oui, on sait qu'Ordonez, c'est un crack et qui est destiné à rejoindre les meilleurs clubs. Mais Ordonez, ce soir, a rappelé que c'était un excellent prospect et que l'Équateur, à la prochaine Coupe du Monde, avec Incapié, avec Pacho,
avec Estupiñán, avec Caicedo, tout ce beau monde, ça va être un gros morceau. Voilà, le Bruges n'a pas été tant mis en difficulté que ça et ils t'ont tellement fait mal. Il y a des attaques où c'était dur à voir, quoi. Genre le premier, mais Diacon qui se retrouve seul au bout de 3 minutes, c'est lunaire. Le deuxième, Vermont, qui réussit à s'éloigner de Balerdi, à lui fausser compagnie, c'est quand même une action qui est terrible pour lui. Le dernier but où t'as Forbes qui s'échappe, ça revient dans les pieds, c'est Stankovic qui plante. Oh là là. Mais Forbes, c'est un super joueur. Voilà, Kanto, il disait il marque pas beaucoup de buts. Moi, là, je me fiais de lui, c'était pas forcément les buts, c'était plus l'aspect 1 contre 1. Le dribble, c'est une pile électrique, Forbes. C'est la fourmi atomique. C'est un mec qui va te mettre le bazar dans tous les sens du terme dans ta défense. Donc voilà, l'OM, la grosse désillusion. Je sais même pas comment est-ce que tu peux te relever de ça. Quand je dis, pour moi, il y a qu'une Coupe de France qui pourra sauver un petit peu ce scénario-là. On va aller voir vite fait quand même le classement pour commencer à parler un petit peu de tous ces matchs, différents débriefs. Et voilà, la place du con, 25e. Alors, ce qui était quand même fou, c'est qu'à un moment donné, je crois que tu avais 7 ou 8 équipes qui étaient à 9 points. Et tu as l'Union qui termine à 9. L'Union qui a battu du coup l'Atalanta. Tu vois, une belle performance pour eux. Pas fausse, il leur a manqué un petit but pour passer devant l'OM. Et après, je sais pas comment ça s'est joué par rapport à Benfica, mais même pas fausse, tu vois. C'est là où tu dis que l'OM, ils sont mis dans de la sauce parce qu'ils étaient dans la zone de Bodo Glimt, Karabakh, pas fausse. Des équipes qui travaillent bien et qui méritent leur destin sportif, leur qualification pour certains, leur beau parcours pour d'autres. Mais l'OM, c'est vraiment tirer une balle dans le pied. C'est même plus tirer une balle dans le pied, là. C'est le bazooka, c'est tout l'attirail militaire. C'est une ogive nucléaire dans le panard. Enfin, c'est chaud. Et Benfica, respect, parce que, encore une fois, ils étaient à 0 victoire après 4 journées. C'est même pas 0 victoire, c'est 4 défaites. 4 défaites en 4 journées. Assez dingue quand même. Et le Mourinho qui a renversé ça. Voilà, la victoire à Ajax, les victoires dans des scénarios un peu fous et triqués. Et surtout ce succès 4-2 qui envoie le Benfica quand même in extremis. Donc c'est là où tu dis que cette formule, certains vont la prendre comme un truc assez malheureux. Tu peux encore te qualifier après avoir perdu 50% de tes premiers matchs, ce qui est assez fou. Mais dans le sens, tu te dis que ça permet d'entretenir l'espoir. Et c'est vrai que dans cette compétition, tout le monde était éliminé, enfin tout le monde était jouait encore quelque chose, hormis Francfort, le Slavia, Villarreal et le Kairat. Donc tu te dis qu'il y avait des enjeux un petit peu partout pour ces équipes. Ces équipes-là. Et mine de rien, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'éliminés. Tu vois, on a des équipes top 5. On a Villarreal, on a Francfort, on a Naples, on a Bilbao, on a Marseille, en représentant de chaque pays. Naples qui termine 30e, qu'est-ce que je suis déçu. Alors, tu as eu ce match contre Chelsea, tu peux perdre contre Chelsea, mais ils se tirent pareil. Hein. Copenhague, où ils font nul, s'ils avaient gagné dans une équipe, on rappelle qu'elle a été réduite à 10 contre 11 à la 30e, ils gagnaient et ils étaient parmi ces équipes-là. Tu vois, donc Naples, vraiment, ils se sont eux aussi sabordés tout seuls. Assez fou. Du coup, top 8, on a Arsenal et Bayern qui occupent les 2 premiers slots. Vous savez, c'est très important pour la suite de la compétition. Les deux pourront pas se rencontrer avant une potentielle finale. Ils vont recevoir à chaque fois au match retour. Donc, vraiment un avantage conséquent pour ces deux équipes. On a beaucoup d'anglais, c'est vrai, dans ce top 8. Avec Liverpool, Tottenham, le Barça, Chelsea, le Sporting et City. Bravo au Sporting parce que c'est un peu l'invité surprise. Alors ils n'ont pas tout le temps été beaux. On sait que les matchs par exemple contre l'OM et le PSG ont tourné dans leur sens après soit des trucs d'arbitrage, mais parce que je dis pas que c'est la faute de l'arbitre, c'est plus que l'OM s'est tué avec le carton rouge d'Emerson ou contre le PSG avec ce gros manque de réussite devant les buts. On va petit à petit aller commencer à regarder les choses qui nous intéressent et ces barrages. Donc en vrai de vrai, c'est simple pour les clubs français, c'est une confrontation qui peut arriver. PSG ou Newcastle face à Monaco ou Karabakh. Voilà, on va être fixé. Je pense qu'il y a l'ami Football Ranking qui fait pas mal de petits graphiques qu'on va essayer d'aller voir pour voir comment ça rend pour cette histoire. Hop. En plus, même l'OM à la fin, ils essaient de tenir le 3-0. C'était assez particulier. Voilà, là vous l'avez, votre tableau qui est assez lisible. Donc, en gros, PSG Karabakh, ça peut être contre Barça ou Chelsea. Ah, si c'est vraiment contre Barça ou Chelsea, c'est quand même un 8e de finale qui s'annonce assez électrique. Waouh, parce que tu recevras pas au retour. Ce sera à l'aller. Donc Monaco ou Karabakh face à PSG ou Newcastle, et au tour suivant sera Barça ou Chelsea. Donc attention à cette incidence
qui peut avoir quelque chose d'assez tendu. Ouais, des comptes à rendre avec Chelsea, c'est vrai. Et pour le Barça aussi, dans l'autre sens, pour encore une énième revanche. Du coup, les barrages, c'est Dortmund ou Olympiakos face à Atalanta ou Leverkusen, Bodo Glimt ou Benfica face au Real ou Inter. Ça, on vient de parler. Monaco ou Karabakh face au PSG ou Newcastle. Et on va avoir Bruges ou Galatasaray face à la Juve ou Atlético. Par exemple, du coup, Arsenal ou Bayern, ça peut rencontrer Dortmund, Olympiakos, Atalanta ou Leverkusen. Sporting ou City, c'est Bodo Glimt, Benfica, Real ou Inter. Est-ce que vous le voyez venir, le 150e City Real depuis 5-6 ans? Je pense que ce sera le cas. Du coup, on va avoir ce fameux Monaco ou Karabakh, PSG ou Newcastle face à Barça ou Chelsea. Et enfin, Club Bruges, Galatasaray, Club Bruges ou Galatasaray face à Juve ou Atletico contre Liverpool ou Tottenham. Waouh, ça va être sensationnel. Ah oui, on peut avoir de nouveau un Benfica Real, c'est vrai. On va peut-être avoir d'autres équipes qui sont affrontées. Là, j'ai pas tout en tête, mais non, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. Atlético Galatasaray, ouais, ils sont affrontés également. Je comprends pas, Benfica Real, c'est possible. Ouais, c'est possible parce que du coup, regarde le classement. Le Real a terminé 9ème et rencontre en fait les équipes à chaque fois, c'est par paire. Le 9-10ème, ça va affronter le 24 ou le 23e, et après tu remontes. PSG ou Newcastle, ça va être le Monaco ou Karabakh, et tu remontes jusque là, quoi. Donc il y en a qui vont être tranquilles quand même. Hein. Que je vous dis, bravo au Sporting, je les attendais pas dans ce rôle-là. Les Anglais qui envoient beaucoup d'équipes. Hein. 5, hormis Newcastle, tout le monde a terminé. Même Tottenham qui est une équipe malade. On peut même peut-être pousser le curseur un peu plus loin. Liverpool qui est un constant en PL, mais qui fait une bonne campagne de LDC. Après on sait que les Anglais peuvent pas s'affronter entre eux, donc au niveau tirage au sort tu enlèves forcément 5 équipes peut-être dont le niveau moyen est supérieur à celui d'une équipe espagnole, italienne, française bien sûr, allemande, etc. L'éliminer qui me surprend le plus, alors pas qui me surprend le plus mais qui me déçoit, c'est Naples, parce que Conte encore une fois avec des champions il n'y arrive pas, c'est terrible pour lui. Et j'ai rappelé le scénario de Copenhague, mais voilà, 2 victoires en 8 matchs, c'est tellement insuffisant pour eux et c'est pas normal. Francfort et Villarreal aussi, Villarreal 1 point sur 8, c'est terrible comme parcours, c'est naze, c'est très très naze pour une équipe qui fait de belles choses en plus en Liga. 5 buts marqués, 10 buts encaissés, merci pour rien. Et puis on vous reverra plus tard contre un Leverkusen. Après, j'imagine que Villarreal a envoyé son équipe un peu bis. Ouais, je pense que ça a fait tourner, quoi. T'as eu quelques gamins qui ont été lancés, tenaces et tout. Et Leverkusen qui s'est imposé 3-0, 3-0 dans ce sens. Donc, les amis, on aura notre tirage au sort qui va tomber vendredi midi pour les barrages, histoire d'avoir un œil sur le PSG et sur potentiellement encore un Monaco. Enfin, quand je dis potentiellement encore un Monaco, surtout encore un club français pour le PSG, comme ça a été le cas. Mais l'an dernier, c'était soit Brest, soit Monaco pour le PSG. Donc voilà, on a peut-être reculé pour mieux sauter côté parisien et côté monégasque, et ces retrouvailles qui s'annoncent. Ouais, c'est vrai que les clubs néerlandais, quand même, petite déception. Le PSG qui avait perdu 3-1 contre l'USG Union Saint-Gilloise lors du premier match, c'était pas ouf, mais tu vois derrière ils sont quand même allés chercher un gros succès à Liverpool, et derrière ils ont pas su capitaliser sur cette belle victoire. Donc le PSV qui sort, c'est dur. Après franchement, c'est là où tu dis que cette zone de barrage ça joue à tellement peu de choses, quoi. Genre il y avait beaucoup d'équipes qui étaient à 9 points, et c'est à différence de buts où l'OM se fait sortir. Alors on va y arriver forcément sur ce match de l'Olympique de Merveille, de Marseille, de ce que tu veux. Après, c'est vrai qu'il y a le match ce soir, mais c'est presque plus la campagne qu'il faut prendre dans son ensemble, parce que tu as eu de l'espoir, tu as eu du rebond, tu as eu de la déception. Et ce qui est terrible, c'est que ouais, tu étais à 3 victoires après 6 journées, tu avais fait le job contre Newcastle USG. Liverpool, c'était le match bonus, et t'es passé à côté de ce rendez-vous-là, mais le Bruges 3-0, il te condamne, c'est normal. En vrai, tu as ce truc de pourcentage de chances de te qualifier, t'as les circonstances dingues, le gardien qui marque à la dernière minute, t'as été sauvé par la différence de but par moment, mais là tu tombes, et en vrai de vrai tu perds 3-0 comme ça, dans l'attitude, dans le jeu, dans l'aspect tactique, les individualités, le coach, tu mérites de sortir. Enfin, même si encore une fois t'aurais pu te sauver, mais ça aurait été une victoire à la Pyrrhus pour l'OM, et ça c'est quand même assez terrible. Demain hors jeu normalement à midi. Je sais pas encore quel est le casting, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que certains Marseillais seront aptes, seront présents physiquement? Est-ce qu'ils n'auront pas un mot du médecin, de l'infirmière scolaire? Allez hop, un sucre et ça repart, parce que là ça va être tendu. T'as eu ce premier match contre le Real, tu perds
2-1. Alors Rouli fait des miracles en première période, tu te fais vraiment canarder, mais t'es pas inintéressant dans le jeu, donc c'est une défaite encourageante. On sait qu'en Ligue des Champions, tous les points comptent, tu vas peut-être pas te reposer là-dessus, mais je m'étais dit quand même, ils ont montré un beau visage. Derrière, Ajax hyper faible, prenable, t'en mets 4. Et c'est là où peut-être tu peux avoir des tirs au gré, aller chercher un point contre un Sporting qui était pas dingue, mais en même temps c'est toi tout seul qui le remet dedans avec le carton rouge, le penalty et ce scénario un peu renversant. L'Atalanta, pareil, t'étais dans un OM un peu imprécis, pas bien dans ses bottes, et t'as ce truc fou, t'as la main d'Ederson qui est finalement pas sifflée, derrière Samardi tu marques, donc c'est vrai que c'est beaucoup à chaque fois des scénarios dingues, mais c'est aussi de la différence de but, hein. Comme je vous le dis, le but de Gakpo la semaine dernière, il pèse lourd dans la balance. Moi ce qui me désole c'est que contre Newcastle, vrai bon match, hormis l'entame, t'as su mettre les ingrédients qu'il faut pour taper une belle équipe de Première Ligue, donc ça c'est ok. Contre l'USG, on peut pas dire que c'était un grand match parce que même s'ils ont été bons dans l'efficacité, dans les individualités, Greenwood qui a été très bon ce soir-là, bah tu t'es fait peur avec notamment des buts refusés pour hors-jeu avec des millimètres de talon. Donc attention. Et c'est vrai qu'après bah là tu te plombes toi-même quoi. C'est vrai que tu prends 6-0 sur les deux derniers matchs. Liverpool, ambiance exceptionnelle, un gros vélodrome, les tifos, tout ça, les Beatles, Roland Courbis, enfin l'ambiance était géniale et t'as pas su emmener le public avec toi. Et là le match de Bruges en fait c'est dès le début, j'ai vu un OM qui était pas bien, dans tout ce qu'il a voulu entreprendre et c'est terrible parce qu'on va y arriver hein, sur ce fameux match contre Bruges. Mais j'ai vu un OM extrêmement décevant qui a du mal, même s'ils ont eu le pourcentage, ils ont plus tiré, mais finalement à chaque fois que Bruges se projetait, c'était une équipe dangereuse. Et c'est là où je me disais attention à cette équipe parce qu'ils vont évoluer comme ça, ils aiment se projeter très très vite, c'est une équipe qui aime la Ligue des Champions. On sait qu'en fait dans le championnat belge, ils n'ont pas un tableau de chasse, ils n'ont pas un rythme incroyable parce que vous savez en Belgique il y a les playoffs et que Bruges dit à partir du moment où on a les playoffs nous on va pouvoir switcher. Alors des fois l'USG est champion, d'autres peuvent être champions, mais Bruges se disent tant qu'on est dans les bonnes équipes de tête, le top 3, le top 4, après on fera la différence à la fin, mais avec des champions bah t'as beaucoup moins de possibilités de te rattraper et mettre tous les ingrédients qu'il faut. Et tu vois Carlos Forbes, on a insisté beaucoup avec lui hein, dans leur jeu, même vous m'avez déjà entendu parler de lui, mais un joueur que je trouve très très bon, très intéressant. Et moi, au-delà de l'aspect statistique, c'est pas un joueur qui marque beaucoup, ok, mais qu'est-ce qu'il te fait comme dégâts? En fait, ce qu'il va pas mettre comme ballon dans le filet, il va pouvoir faire douter le défenseur, il va t'apporter beaucoup de solutions par le dribble, par la passe, par la rapidité. Je crois que Carlos Forbes, derrière Mbappé, c'est le joueur le plus rapide de la compétition. Donc vraiment, c'est un mec, quand il a les cannes, c'est très difficile de le rattraper. Et même Diacon, hein, Diacon qu'on a découvert à Reims, qui était peut-être pas le plus gros talent du club, celui qu'on mettait en avant. Mais on sait que Bruges, ils ont l'œil pour aller chercher ce type de joueur à l'image d'un le maréchal qui vient d'arriver en province de Strasbourg. Tu vois, je suis persuadé que le maréchal il va s'éclater là-bas. Et même si cette équipe elle paye pas de mine, bah, les suiveurs de foot ils savent que Hans Van Aken, 10 à l'ancienne, très bon joueur de foot, que Stankovic, le fils d'eux, c'est un milieu de terrain qui monte. Seyss, gros espoir du football belge à ce poste. Ordonez, pas besoin de vous le présenter. Je pense qu'on en a assez parlé à quel point ce garçon, quand il est à 100%, ce soir, il a fait un sacré match. Ce soir, il a empêché toute possibilité pour Gouiri ou Traoré d'exister. C'était pas forcément Greenwood qui était dans sa zone, mais Ordonez a fait une des performances défensives les plus complètes que j'ai pu voir cette saison. Vraiment, je comprends pourquoi peut-être Liverpool va aller sur lui. Ouais, mais Mignolet, tu vois, c'est ça, on parle beaucoup des jeunes, de ses espoirs, mais même Mignolet, le tonton, 36-37 ans, il fait encore ses matchs, il en sort plusieurs, il est concentré sur les tirs de Greenwood, c'est vraiment efficace, simple, comme il faut. Et puis Vermont, ouais, t'as aussi Tresoldi qui est un joueur assez intéressant, mais pour le coup, il a su également marquer ce but. Et c'est bête, mais Balerdi, comment il peut l'oublier? Enfin, il y a Balerdi, bien sûr, parce que c'était lui qui était au marquage proche, mais tous les autres joueurs qui laissent le numéro 9 adverse libre de tout marquage sur un centre en retrait, c'est aussi ça, c'est que t'as des fautes, t'as des absences qui sont impardonnables à ce niveau. Et l'OM, pour moi, c'est logique que ça saute parce que, encore une fois, même si t'as pas Timber et Nwaneri qui peuvent changer le visage de cette équipe, t'avais quand même, tu vois, une belle dynamique, t'avais des joueurs qui revenaient à un certain niveau, mais t'en as d'autres, on avait peut-être des points d'interrogation. Tu vois, Kondogbia, pour moi, c'est fini. Enfin, Kondogbia, on sait que c'est un joueur qui est capable de faire, je vais pas dire illusion, mais qui est capable sur 70 minutes de faire un gros match et de rappeler à tout le monde que c'est un vrai talent. Mais sur la continuité, c'est un mec qui derrière va être absent et à 400 000 euros, j'ai pas envie d'avoir un intérimaire. Donc Kondogbia, pour moi, il faut que l'OM réussisse à écourter l'aventure. T'en as d'autres pour qui la marche était trop haute. J'aime beaucoup Gouiri, mais ce soir, c'était pas son match. Et c'était déjà le cas contre Liverpool.
Le reste de la compétition, malheureusement, a été blessé. Donc, rendez-vous manqué aussi pour lui. J'aime beaucoup Amine Gouiri, mais là, c'est la cour des très grands. Il faut savoir un petit peu élever son niveau. Comme tout le reste, hein. Amer Junior Traoré, Murillo, qui a été en difficulté, Balerdi, qui est pas exemple de tout reproche, Aguerd, qui a eu du mal, évidemment, à rentrer dans son match, Rouli, qui est pas exemple de tout reproche. T'as beaucoup de lacunes, surtout le joueur de l'OM. Greenwood, qui encore une fois, tu vois, a tenté, mais des fois, c'était trop l'exploit individuel. Des fois, c'était des frappes un peu désespérées. Après, tu me diras, il pouvait faire que ça. Parce que peut-être qu'il n'y avait pas de mouvement autour de lui, mais quand tu es un joueur où tout le monde dit que voilà, il doit être titulaire à la prochaine Coupe du Monde de l'Angleterre devant Saka, Rodgers, Foden, etc. Désolé, si vraiment il doit être titulaire devant tout ce beau monde, pour moi, il doit être capable de faire un peu mieux que ses frappes stériles et un truc où il est assez lisible. Donc Greenwood, c'est très bien, encore une fois, pour l'OM de l'avoir depuis 10 mois, il t'apporte beaucoup de buts, mais il faut quand même réussir à faire mieux sur ce genre de confrontation. Parce que, mine de rien, Liverpool, c'était aussi difficile. Alors, je peux entendre, tu vois, le débat que, voilà, il est trop seul. Mais si vraiment c'est le talent ultime de l'histoire de l'OM, on doit être capable de voir un peu mieux sur des matchs. Ah non, mais il y a des personnes qui pensent beaucoup de choses de Greenwood et certaines dingueries qui méritent encore une fois d'être relativisées par rapport à ce qu'on peut voir sur ce match ce soir. Il porte l'OM, oui, mais il va falloir... il y a des étapes encore qui manquent pour atteindre ce gratin. Et être titulaire en équipe d'Angleterre, déjà, t'es pas appelé, donc va quand même falloir un petit peu patienter, quoi. Donc après, oui, hein. J'ai parlé des joueurs, beaucoup, ça ne va pas. Malheureusement, De Zerbi également, hein. De Zerbi qui se chauffe en conférence de presse, qui envoie des messages, qui tacle Eric Fouda, coach de Bayeux de R1, qui s'en prend aux journalistes français. Ah ouais, demain, l'émission de Roten sans flamme et de Dugarry, c'est pas le type de contenu que je consomme, vous le savez, mais juste pour voir leur réaction et la manière dont ils vont jubiler, et ça va tourner au pugilat, ça va tourner au règlement de compte, mais ça risque d'être assez historique. Je pense que ça, déjà, ce qui se dit ce soir sur l'after, sur le Winamax FC, Chiwilo, tout ça, ça va être dingue. D'ailleurs, petite précision, vous voyez désormais, je suis sur Fotmob pour mes compos, parce que notre ami Google a tendance à faire des fois des libertés, n'importe quoi. Puis en plus, Fotmob affiche les photos des joueurs et même les nationalités. Ça peut être assez bien. Moi, pourquoi j'utilisais Google? Parce que en vrai, je n'aimais pas avoir, vous savez, les notes comme sur SofaScore pour pas me faire influencer. Parce que pour moi, l'impression visuelle, elle doit dominer sur les stats. Les stats, ça va toujours être un accompagnement. Et du coup, notre bon Willow qui m'a envoyé un message sur Twitter en disant tiens, utilise Fotmob. Alors, c'est un site que je connaissais. Mais tu vois, pour faire des débriefs de match et parler au-dessus, je trouve ça bien, c'est lisible. Et on a les compos qu'il faut. Donc merci encore une fois à ce bon Willow pour le précieux conseil qui me permet de revenir sur ce match 50 minutes après. Est-ce qu'on réalise encore ce qu'on vient de vivre? Je ne sais pas, les amis. Roberto De Zerbi. J'ai pas envie de dire comment tu peux survivre à ça. Je pense que j'ai déjà utilisé l'expression. Mais sincèrement, ça remet en cause pas mal de choses. Je vous le dis, pour sauver la saison de l'OM, il faut une Coupe de France, il faut un top 3. Mais ça peut laisser des traces. À voir, parce qu'on sait qu'à l'OM, ça peut aller très vite dans les deux sens. Comment Benassia va parler dans les médias, ce que Longoria va en penser, est-ce que McCourt va aussi avoir son mot à dire, De Zerbi, comment il va réagir à tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est aussi un truc. Alors, t'as l'infirmerie, mais t'as un manque de stabilité. De Zerbi, 30 matchs cette saison, 30 compos différentes. C'est une stat que j'ai vu passer et qui en dit long. Je crois que t'avais aussi au bout d'un moment soit Arne Slot ou Klopp dans un Liverpool il y a quelques années où c'était pareil. Je crois que c'était sur les 70 derniers matchs, il a pu aligner qu'une fois la même compo. Et peut-être que ça manque de stabilité. Après, là, t'as Nwaneri et Timber qui sont arrivés, donc forcément, ça a bougé. Mais là, même, encore une fois, la compo de ce soir, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu, donc ça peut en surprendre pas mal. Quelles leçons en tirer? On avait déjà vu un OM faire sa saison de Ligue 1 l'an passé, terminer deuxième parce que t'avais pas d'Europe, que tu pouvais enchaîner. Et on avait quand même, malgré certaines secousses, les matchs contre Auxerre, les scénarios un peu fous, tu vois, où t'avais Le Havre, Angers, tout ça qui te rattrape. Là, pour le coup, on avait quand même senti que son OM avait du potentiel. J'en attendais bien plus cette saison avec la Ligue des Champions. Et là, c'est même pas que je vais rester sur ma faim, je suis déçu. Franchement, la manière dont ça se termine, c'est une campagne de LDC. Le fait de s'être fait renverser, rouler sur la tronche par Bruges, de ne pas avoir été capable de leur mettre le doute et de procéder à des changements qu'il faut. C'était un OM qui était, quand je vous le dis, ultra lisible, dans le sens où il fallait apporter de la profondeur
des espaces et mettre en difficulté les défenseurs en 1 contre 1. C'est ce que Forbes a fait, c'est ce que Vermont a fait, c'est ce que Diacon a fait, c'est ce que Onyedika par certaines projections a fait, c'est ce que Van Aken par la passe a su instiller. Et ouais, cet OM, bah, il mérite d'être 25e et de le faire. Il faut arrêter de croire que Bruges est faible. Ah non, bah ici je pense qu'on l'a souvent dit que c'était une bonne équipe européenne qui a atteint des beaux standards. Et peut-être fâché, mais ouais, c'est peut-être une meilleure équipe européenne que l'OM. Enfin, faut aussi affronter certaines réalités. Aujourd'hui, l'OM ne boxe pas dans la catégorie des Real Liverpool. Je pense que tout le monde l'avait compris. Mais je me demande si l'OM boxe même dans la catégorie des chapeaux 2 de Ligue des Champions. Est-ce que l'OM, dans ses chapeaux 2, peut-être Bruges est à la limite chapeau 2, chapeau 3, mais par exemple, les Dortmund, bon, t'as battu Newcastle, mais t'es pas qualifié contrairement à eux. Sporting, tu vois, des équipes comme ça. Les Leverkusen, même si les Leverkusen en a pris 7, ouais, je le pense. Mais Scipion, j'ai bien peur que De Zerbi a trop sous-estimé Bruges et pense que son équipe est bonne alors que non. En fait, je sais même pas si c'est le fait de les sous-estimer. C'est juste qu'encore une fois, comme beaucoup trop de temps cette saison, contrairement à Lens, ils sont pas rentrés dans leur match. Sincèrement, c'est ça un souci. C'est que l'OM se met des retards presque volontaires avec des scénarios comme ça où tu prends un but d'entrée, donc un petit handicap. Mais alors là, avec 2 buts, et vu comment t'étais ultra stéréotypé, que t'arrivais pas à aller chercher, solliciter Greenwood et à faire des solutions pour ne serait-ce qu'aller, tu vois, embêter Mignolet. Et derrière, ouais, on a beaucoup parlé d'Ordonez, mais même Mekele a fait son match. Donc non, l'OM en fait est à sa place et c'est dur parce que bah ça se joue peut-être à la différence de but. Alors certains vont dire, ouais, du coup c'est une analyse qui est biaisée parce que ça joue à une différence de but. Mais malheureusement, t'en prends 3 contre Bruges. Enfin, c'est aussi au bout d'un moment que ça peut jouer à une différence de but. Mais ce soir, tu n'as pas existé. T'es un peu la risée. Et il va falloir que tu rebondisses. Comment est-ce que tu vas pouvoir le faire? C'est vrai que t'es aussi le premier club français à te faire éliminer de cette formule. Même Monaco, équipe ultra malade, a su tenir le nul contre la Juve, qui était en forme. Bon, certes, la Juve avait changé quelques joueurs, mais même Monaco a su aller chercher des points contre Bodo, contre Galatasaray. Enfin, même cette équipe que tout le monde, et c'est vrai, dit archi malade, largué au possible, même l'ASM a été capable de finir dans les 24. Brest l'an passé a fait un très beau parcours. Alors certains diront le tirage au sort et tout ce que tu veux. Ouais, mais ils ont quand même accroché les Leverkusen et ils ont battu des équipes, tu vois, Salzbourg, Sturm Graz, le PSV. Bah, le PSV, tu vois, pas sûr que cet OM les batte, par exemple. Donc Lille, Monaco, le PSG l'an dernier, Brest, là t'as PSG Monaco et l'OM malheureusement c'est la première à sortir. Et encore une fois en Ligue des Champions, bah t'as des lacunes. C'est ça qui est terrible pour eux. Je me demande ce qui va se passer dans les prochains jours. Là, tu as le match au Paris FC, l'accueil au Vélodrome à venir, le match en Coupe de France contre Rennes, puisque désormais, cette compétition, il faut vouloir la remporter pour éviter une saison noire. C'est aussi à cause du fameux 94,6% de chance de passer selon Opta, c'était quasi impossible à la base. Après, Opta, c'est pas leur faute, hein. Ils calculent ça sur un algorithme. Et c'est vrai que tu voyais plein de catégories différentes. Genre, l'OM doit perdre, et en même temps, il faut que. Comment ça s'appelle il faut que Benfica batte le Real, il faut que le Sporting batte Bilbao, que tu en prennes 3. Tu as plein de scénarios qui sont rentrés en ta faveur. C'est ça aussi la réalité. Que Monaco ne perde pas contre la Juve, par exemple, fallait le deviner. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, gros mal au crâne pour les Marseillais. Je sais même pas comment tu vas réussir à le faire. Bodo Glimt qui gagne aussi à Madrid. Qui pouvait l'imaginer? Enfin, c'est ça aussi. Je pense que le 94,6%, il n'est pas sorti nulle part. C'est que tu avais des équipes où c'était un peu improbable qu'elles gagnent toutes, ou ne serait-ce que 2 sur 3 ou 3 sur 4. Même Copenhague, au bout d'un moment, gagnait au Barça. Tu vois, ça, c'était pas évident, quoi. Donc voilà, l'OM qui va devoir revenir au train-train du quotidien, du championnat et de la Coupe de France. Bon, heureusement, t'as Timber et Nwaneri qui vont devoir te changer les idées. Mais alors là, waouh. Je suis supporter marseillais, c'est toujours le même scénario. J'ai eu le temps d'avoir 2 enfants que ce club m'a toujours pas donné de bonheur. On est condamné à souffrir chacun notre vie. Force mon bon Nésiac, force aux Marseillais, parce que évidemment on peut aborder ça sur un ton rigolo, mais alors là ce qu'on vient de voir, c'est chaud. Enfin, ouais, quand je le dis, il est minuit là. Je sais pas si on va réussir à redescendre sur terre. Là, je vais retourner. De toute façon, je terminais le live. On va parler du PSG, de Monaco. On va refaire un petit point sur le classement, les scénarios et tout. Je vais aller revoir le but de Troubine de la tête. Je vais dire, attends, il s'est vraiment passé ça, vraiment. Et demain, on va faire ce live Europa League multiplex, je veux dire, il y a moyen qu'on revienne dessus par rapport à certaines déclarations. Demain aussi, hors jeu midi,
je pense que cette défaite de l'OM n'a pas fini de nous accompagner, quoi. Maintenant, il va falloir être gentil avec Kanto et Yous, hein. Les pauvres, déjà ils ont subi quelques traumatismes dans leur vie. Et c'est un Bordelais qui dit ça. Vous imaginez, les amis? J'ai de la compassion, alors que mon équipe vient de perdre il y a une semaine contre les Herbiers, que j'ai Gérard Lopez comme président, et qu'il y a moyen qu'en fin de saison, on soit deuxième ou troisième, et qu'on ne monte pas. Yous est énervé à insulter de chat. Oh là là. Ouais, de toute façon, replay de Yous obligatoire. Il y en a plein où ça va être quelque chose d'assez fou, quoi. Mais ouais, c'est pour vous dire que je suis un homme plein de générosité et de bonté. C'est que même moi, en tant que Bordelais, je pense que... Bon, peut-être les pires, non? Enfin, t'en as où c'est chaud, genre les Nantais, les Stéphanois. Bon, après, je vais aller peut-être dans des cas plus extrêmes, les Sedanais, les Manceaux, les supporters d'Ajaccio. Des mecs qui ont vraiment subi des grosses rétrogradations, Sochaux, Nancy, tout ça, tout ça. Mais Bordeaux, quand même, je pense qu'on a notre petit pécule. Hein. C'est le cas de le dire. On va aller sur le match du PSG, puisque le PSG, c'est aussi un événement. Alors, c'est vrai que l'OM va faire les gros titres, mais le PSG est éjecté du top 8. Quand même, une contre-performance. Alors, on sait que le PSG avait l'un des tirages au sort les plus bourbiers parmi toutes les équipes. À part Bilbao, ils ont que des équipes qualifiées. Et ils ont quand même le Bayern, Tottenham, Sporting, Newcastle, tu vois. Leverkusen, ils avaient quand même un tirage au sort. La moyenne du classement, je pense qu'elle est assez haute. Après, malheureusement, ça fait 2 points sur 9 sur les dernières sorties. Avec ce nul à Bilbao, cette défaite au Sporting malheureuse, et là ce nul contre Newcastle. Alors de ce que j'ai vu, malheureusement c'est un PSG qui est bien rentré dans son match, de 58 XG encore une fois, mais voilà, t'as les stats, mais j'ai l'impression que c'était surtout en première période où ça a bien, tu vois, 1,30, et après c'était peut-être 1,27, donc c'est quand même assez équivalent, mais là t'es 1,30, 8 tirs, 5 cadrés, et la deuxième c'était 17 tirs, 2 cadrés. C'est là où tu as vraiment été hyper maladroit, imprécis. On a retrouvé le PSG de l'an dernier. Après, tu étais encore une fois passé par les barrages. Tu n'avais pas empêché d'aller au bout et de remporter cette compétition. On va leur souhaiter ce destin similaire. Mais voilà, tu as vraiment pris ce match très bien. Tu as le penalty de Dembélé. Alors, est-ce que si Dembélé marque son penalty, derrière Vitinha marque son but, on peut toujours refaire l'histoire. Mais c'est vrai que c'était peut-être un but qui aurait pu te mettre dans de bien meilleures conditions. Malheureusement, en plus, tu as la blessure de Gvara aussi, qui est archi malheureuse, où tu as, je crois que c'est Ramsey, non, c'est Elanga, qui tacle, enfin, qui prend le ballon, mais qui arrive un peu trop brusquement, et c'est en retombant où ses deux jambes écrasent son pied. Donc attention à la blessure de Barcola. Les chevilles des Parisiens cette saison ont beaucoup souffert. Dembélé qui rate ce penalty, Vitinha qui marque et assume son statut. Doué, l'entrée en jeu, de ce que j'ai vu, c'était encore un peu brouillon. Barcola, j'ai bien aimé la première période, moins après. Et ensuite, voilà, hein, c'est un PSG qui malheureusement est encore sur cette fibre-là. Oui, c'est vrai que le penalty vaut 0,75 XG. C'est pas bête comme remarque. C'est vrai que Nick Pope a quand même sorti le grand jeu. Moi, ce qui me fait tiquer, c'est que tu as laissé cette équipe Newcastle en vie alors que tu as fait 40 minutes qui étaient très bonnes. Et jusqu'au but, l'égalisation de Willock. Malheureusement, voilà, après, tu as déjoué, tu as plus été dans un grand rythme. On a vu, 17 tirs de cadré. Tu as vraiment manqué de précision, tu as précipité certaines choses. Et aujourd'hui, le PSG doit repasser par les barrages. Alors, est-ce que c'est catastrophique? Non, tu es encore qualifié et on sait que tu es passé par là l'an passé avec ce parcours qu'on connaît. Donc, j'ai pas envie d'être alarmiste, mais certaines attitudes, peut-être certaines performances, certains niveaux sur les dernières sorties en Ligue des Champions. On peut penser à Désiré Doué. Dembélé, c'était moins fort, mais je trouve que parmi tous ceux qui ont eu de blessures, on a quand même vu plus de choses par rapport à un Désiré Doué. Oui, c'est vrai que c'est plus compliqué pour lui en ce moment. Malheureusement, peut-être que oui, c'est quelque chose qui va te rattraper aussi, le mercato. Est-ce que Paris, qui a tant confiance en cet effectif limité par la quantité, la qualité, moi je peux comprendre, hein, quand tu fais ces 11-là, plus Kangin Mbaye ou Doué sur le banc, tu vois, tu as quand même de la qualité, plus Fabien Ruiz qui n'était pas là, ça peut le faire, évidemment, mais au bout d'un moment, quand tout le monde enchaîne Coupe du Monde des clubs, saison, Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe intercontinentale, Super Coupe, les matchs internationaux, tout ça, c'est obligé que ça casse. Donc le PSG doit malheureusement aussi peut-être penser à étoffer son banc et avoir plus de joueurs capables. Et des fois, c'est même pas des joueurs capables d'épauler les titulaires, c'est aussi des fois de les bousculer parce que est-ce que tous ces joueurs-là qui pensent être arrivés au summum
de leur carrière avec une victoire en Ligue des Champions. Alors bien sûr, on leur enlèvera jamais ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison de 2024-2025, incroyable, historique, ce PSG qui nous a un peu bluffé, émerveillé, notamment la finale contre l'Inter. Mais voilà, une carrière, c'est comme le Real, quoi. Tu as beau avoir gagné la Ligue des Champions l'an dernier, si t'es mauvais, on va te siffler mon coco Bernabeu, hein, parce que nous c'est la Maison Blanche, c'est le truc un peu ultime. Donc je dis pas qu'il faut siffler Dembélé, Doué ou quoi, mais c'est plus à eux de se remettre en question et de pouvoir repasser, tu vois, à la vitesse supérieure. Je pense qu'ils en ont la capacité. Je suis pas forcément inquiet. C'est une mauvaise période pour eux, notamment Doué. Donc va falloir peut-être un peu plus se bouger. Mais ouais, je pense que peut-être que aller chercher des joueurs de complément, peut-être aller chercher un ou deux joueurs capables de bousculer la hiérarchie des titulaires, ça ferait pas de mal ce PSG. Je pense pas que ce soit une question de moyens, parce que justement, c'est vrai que tu as envoyé une certaine somme sur Chevalier plus Zabarni. D'ailleurs, le choix de notre ami Luis Enrique de mettre Safonov à la place de Chevalier. Alors, ce qui est ouf, c'est que quand Chevalier fait une bourde, tu as un gros plan sur Safonov, mais quand Safonov, c'est même pas une bourde, c'est qu'il encaisse un but, tu as un gros plan sur Chevalier, quoi. Les mecs, ils ont vraiment les cams concentrés là-dessus. Ouais, peut-être que le PSG, on va voir si Dro Fernandez, qui est un tout jeune joueur, qui a un 5 matchs avec le Barça, va pouvoir apporter un peu plus de solutions. Moi, je pense qu'il faut quand même peut-être aller chercher un ou deux joueurs. Alors, tu vois, les joueurs un peu malléables, type Valentine Parco, je pense que ça pourrait être sympa pour étoffer ton banc. J'ai l'impression que ça va pas être le cas, tu vois, que le PSG va rester sur cet effectif-là, quoi. Donc, on va voir ce qui va se passer. Karabag ou Monaco, normalement, ça devrait faire pour le barrage. Mais attention, ils tiennent le final, du coup, c'est Barça ou Chelsea. C'est que direct, c'est vrai qu'on oublie que tu aurais pu avoir un huitième, ou si tu étais dans le top 8, tu aurais pu être un peu plus à l'abri, serein, tranquille, et affronter une équipe un peu plus abordable. Là, pour le coup, tu vas te retrouver avec un vrai gros morceau. C'est ça aussi, c'est que le PSG avait quand même son destin entre ses pieds et n'a pas été capable de remporter le moindre match sur les 3 derniers. Et du coup, ça abîme aussi l'image de la campagne que je trouvais réussie, parce que tu as eu cette défaite contre le Bayern, voilà, où sur les 45 premières minutes, on a vu que entre deux des meilleures équipes d'Europe, c'était le Bayern qui avait l'avantage, mais le rouge de Luis Diaz, et derrière, à 11 contre 10, tu as pu y croire, tu pas su passer le cut. Mais sinon, tu vois, tu as eu des matchs offensivement très convaincants, Tottenham, Leverkusen, l'Atalanta. On a vu un vrai bon PSG. Cette victoire au Barça contre un gros, on s'est dit ok, ils sont capables, malgré des absents, tout ça, d'aller faire ce gros coup. Et derrière, bah, peut-être que tu as cru t'y étais arrivé. C'est aussi ça le risque pour ce type d'équipe, c'est que bah, tu es tellement en confiance et sûr de tes forces que des fois, bah, quand tu te fais un peu plus bousculer sur tes certitudes, c'est ça, aucune victoire sur les 3 derniers matchs. Et ouais, t'as Bilbao, t'as le Sporting et t'as Newcastle. Alors, c'est des bonnes équipes européennes, mais quand t'es le PSG champion d'Europe tenant du titre, tu dois être capable pour moi d'aller faire ce résultat nécessaire. Donc on verra si le PSG aura des regrets. Je pense que normalement, pour le barrage, ça devrait le faire. Monaco, pas besoin de le présenter. Karabag, ça peut être un peu relou d'aller là-bas, mais bon, on a vu qu'ils en ont pris 6 contre Liverpool, donc pourquoi pas. Après, derrière, Barcelone-Chelsea, bon, bah, ce sera peut-être pas le Barça de fin septembre, ce sera peut-être un Chelsea qui aura encore grandi sous l'Euro Senior Bowl, mais c'est là où j'ai envie de dire, c'est que le PSG peut le faire. Le PSG peut se qualifier aussi. Il ne faut pas non plus être dramatique et tout envoyer balader en mode ça y est, c'est la catastrophe pour le PSG. Je pense qu'ils ont les moyens, évidemment, de passer. Et après, en quart, ça pourrait être quand même Liverpool ou Tottenham. Donc attention aussi à ce tirage au sort, parce que Liverpool en quart, derrière, aïe, aïe, hein. Ça va être quelque chose. Bah, le débrief sur Marseille, de toute façon, vous en faites pas les boss. Comme toujours, ce sera disponible en débrief sur YouTube et également en appli de podcast. Monaco qui termine sur un nul. Pas le match du siècle. 50% de possession de chaque côté. 0,67 XG en tout. Et c'est Monaco qui a eu les meilleures situations. 11 tirs. 5 cadrés, 5 tirs pour la Juve, 0 cadré. Après, bah voilà, notre ami Spalletti avait mis une compo un peu alternative. Monaco qui fait un clean sheet, un deuxième de suite avec celui du Havre. Si on le prend en compte, juste après avoir pris 6 au Bernabeu, c'est quand même un beau point. Maintenant, que peut faire cette équipe ? On a quand même vu
un choix qui était intéressant de la part de Pokéoli, c'est de mettre un milieu à 3 avec et Camara et Zakaria, mais en plus Koulibaly pour apporter un peu plus de densité. Je pense que c'est peut-être une clé pour la suite de la saison des Monégasques, peut-être renforcer le milieu de terrain, comme tu es assez friable derrière, pourquoi pas protéger un peu plus ça. Akius Golovin sur les côtés, Balogun là, et même la défense, hein, Enrique, Kerr, Teze, Vanderson, Kohn, c'est difficile pour tout le monde. Mais voilà, en face, la Juve a mis une compo. Alors, c'était peut-être plus un 4-2-3-1. Mais en attendant, tu avais quand même Miretti en 10, Openda sur fond d'attaque, Contessao, McKennie, Thuram, Caval, Koopmeiners, Bremer, Kaoulou, Kelly et Mathia Perrin. Et tu as Yildiz qui est rentré en jeu, tout comme Jonathan David qui est plutôt en bonne forme. Voilà, la Juve avait mis une équipe un peu alternative. Je pense que la Juve était peut-être trop loin. Ouais, c'était un peu trop loin parce qu'il fallait gagner et que d'autres perdent. Bon, t'aurais pu terminer plus 9 dixièmes. La Juve était qualifiée quoi qu'il arrive, donc c'était à Monaco finalement d'aller les chercher. Et c'est vrai que sur certaines situations, on a vu notamment Balogun qui a un peu bousculé Bremer, qui a marqué un but qui a été refusé pour une faute. Ouais, Monaco a été assez entreprenant, donc c'est pour ça que cette équipe, je dis pas qu'elle est frustrante. La saison, elle est catastrophique. Tu prends juste la Ligue 1, c'est pas possible. Mais en Ligue des Champions, t'es en vie. T'es en vie. Alors, même si c'est pas brillant, c'est jamais grandiose. Bah, on peut voir que Monaco, tu vois, a fait son parcours. C'est vrai qu'il y a 2 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Donc, c'est pas un rythme qui est incroyable. Mais ça suffit pour faire partie des meilleures équipes européennes. Et puis, encore une fois, ouais, t'as su au moins aller chercher ce clean sheet. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Ouais, le banc ce soir, c'était Aladji Bamba et Ouattara qui sont rentrés. Sinon, t'as Fatih qui est resté sur le banc, Biret qui est resté sur le banc, et Ikena qui est resté sur le banc. Sinon, t'avais Idumbo, Ilan Touré, Samuel Nimombe, Lucas Michal. Et là, les absents, c'est toujours Mawissa, Radechi, Dyer, Salissou, Woodface récemment. Bon, il n'était pas qualifié. Le comeback of the year, Paul Pogba et Minamino qui s'est fait les croisés, tout comme Salissou. Donc, ouais. C'est vrai que pour cette équipe monégasque, on a envie de voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Ce week-end, Monaco, ça dit quoi comme adversaire? Monaco reçoit Rennes et va à Strasbourg en Coupe de France. Donc gros calendrier pour eux. Je me demande comment est-ce que ça peut un petit peu tourner pour eux. Énorme match de Balogun et de Camara. Ah, non, Camara, je sais que quand il est dans une bonne disposition, sacré joueur. Franchement, vraiment bon quoi. Très déçu du match de Thiago Kehrer. Le mec, il le blase, c'est incroyable, Thiago Kehrer. Il n'a pas joué son rôle d'infiltré pour aider à jeu. Ouais, c'est vrai, ça on peut le dire. J'attends un petit peu de mercato maintenant. Il reste moins d'une semaine. Alors, j'ai cru comprendre que Ben Seghir, ça ne se ferait pas. Bon, déjà, il est blessé, donc c'est un peu la fausse bonne idée. Et même, j'ai l'impression qu'il va pas rentrer à Monaco en prêt. Il faudrait quand même aller prendre un ou deux joueurs en mercato, un peu en d'urgence, parce que voilà, on sait jamais, parce que Monaco, du coup, si je reprends ce fameux classement, ça peut être contre Newcastle. Bon, Newcastle-Monaco, j'ai peur à St. James Park, mais Monaco-Newcastle à Louis II, c'était une théorie de fou, mais il y a match. On sait que Newcastle peut avoir un peu de mal à l'extérieur, donc bon, le problème c'est que le retour sera à St. James Park et il faudra vraiment faire la différence à l'aller. Mais Monaco sait se sublimer sur certaines soirées européennes. On l'a connu dans pas mal d'années différentes générations. Là, tu sais, ok, t'es exécrable en Ligue 1, il n'y a rien qui va, t'as des joueurs, c'est un niveau, c'est abyssal, mais t'as encore envie. Et tant que t'es en vie, bah il y a de l'espoir. Donc on va voir. Ça part de l'île de la Lazio, de Gassama Rangers et d'un défenseur central colombien inconnu au bataillon. Oh, ok. Merci pour les indices. Bah, Gassama Rangers, je crois que c'est Jedi Gassama qui est déjà passé par le PSG en jeune. Donc, bon petit joueur, ça me parle. Et l'ailier de la Lazio, c'est lequel? Parce qu'ils en ont. Il y a Isaacsen, il y a Zakani. Je me demande qui ça peut être. Et comme vous le dites, l'info mercato, c'est que Sterling a rompu son contrat avec Chelsea. Et je le vois venir gros comme une maison, le Sterling à Monaco. Alors apparemment, je crois que c'est Naples qui tient la corde pour peut-être le récupérer. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, Monaco fait cette campagne. Et tu vois, bon, t'as 2 défaites. T'as le 6-1. T'as ce truc où on a vu que Monaco, ça avait été extrêmement compliqué au Real. Et que là, bah, le cap était trop haut. Mais sinon, ta campagne, tu vois, tu accroches City. C'est vrai que t'en prends 4 à Bruges. En fait, t'as quand même pris des points, tu vois, qui comptent. Le 0-0 contre Tottenham, tu peux dire que c'est qu'un point, mais t'avais ultra dominé les Spurs et que Vicario avait fait un match de fou ce soir-là. Bodo Glimt, t'allais gagner là-bas alors que City a perdu sur ce terrain, donc c'est pas non plus totalement déconnant. City, par contre, t'as un petit miracle point, mais vas-y, tu prends. Il y avait notamment eu un but de foot Thésée. Pas fausse, tu fais une super première mi-temps, mais derrière, tu te prends les pieds dans le tapis et tu concèdes le nul. Galatasaray, c'est très bien, tu vas chercher ta victoire
à la maison. Derrière, t'en prends 6 contre le Real. Bon, t'as ce 0-0. Tu marques 8 buts. Encore une fois, t'en concèdes plus. Mais t'es là dans cette compétition. Donc, il faut un peu de mercato. Il faut faire des tris. C'est Noslin, ok, l'élite de la radio. Merci pour tes informations. Donc, et comme je vous le dis, on termine ce bilan club français. C'est Monaco qui est le mieux soir, enfin qui est le plus heureux quasiment. Parce que le PSG qui sort de cette déception de ne pas être dans le top 8, bah, soirée ratée. Marseille, je pense que le terme raté, c'est même pas celui qu'on devrait employer. Vous trouverez le synonyme hardcore que vous voulez. Et Monaco, c'était le risque de ne pas passer. Comment c'est possible de passer avec un bilan comme ça? Bah, c'est cette compétition où tu peux être en vie avec pas des trucs dingues, mais finalement, tu grades des petits points par-ci par-là, quoi. C'est quand les barrages? Les barrages, je pense que ça va tomber la semaine d'après. Normalement, après peut-être le Rennes qu'on a pu voir, voilà. Vendredi 30, t'as ce tirage au sort à Nyon midi. Et tu as le 18 février, tu auras tes matchs de barrage et le retour 24-25. Et du coup, les huitièmes, c'est à partir du 11 mars et la semaine suivante. Donc 17-18, on va voir ce PSG, tout ça. Et ouais, alors est-ce que j'ai des envies? Évidemment, j'aimerais que les deux clubs français s'évitent. Donc Monaco, Newcastle, Karabakh, PSG, ça me plairait, histoire d'avoir multiplié les chances. Bon, l'indice UEFA, j'en parle même pas, mais c'est plus aussi pour avoir deux équipes en huitième de finale potentiellement. En vrai, Club Bruges-Juve, ça peut être intéressant parce que la Juve est en bonne forme, mais Bruges peut leur poser des soucis. Atletico Galatasaray pour l'ambiance turque au retour, j'ai envie de. Enfin, pas au retour, mais en retour de ce qu'on a pu voir récemment avec les sifflets, ça peut être sympa. Bodo Glimt Real, évidemment, le choc des extrêmes. Et puis même le Real qui galère sur le synthé de Bodo, j'ai envie de voir ça. Benfica Inter, ça peut être. Maintenant, Benfica, en fait, c'est le genre d'équipe qui est dangereuse parce qu'ils reviennent de tellement loin. 0 point pris sur les 4 premières journées. Là, la campagne de LDC, j'ai pas envie de dire qu'elle a réussi, mais plus rien à perdre. Donc pourquoi pas. Bah pareil, l'an dernier, on avait vu le Leverkusen Bayern. Donc si possible, éviter ce match-up là. Mais pourquoi pas, ouais, Dortmund Atalanta, Olympiakos Leverkusen. Ça peut être sympa dans ce style d'affiche. Ah, mais après, c'est vrai qu'il y a Benfica Real, la revanche immédiate. En vrai, ouais, ça peut être assez savoureux, quoi. Et justement, ce match, les amis, ce match entre le Benfica et le Real, qui est parti dans tous les sens, qui est parmi les rencontres les plus historiques de LDC, avec ce qu'on a pu vivre. Franchement, waouh, le but de Troubine, 0,07 d'XG, voilà, vous l'avez la statistique du gardien ukrainien, 8 occasions de but contre 3, 22 tirs à 16, 12 cadrés contre 6. C'est vrai que Benfica a fait un vrai gros match. Je pense forcément au double buteur Schelderup, qui a un vrai talent. Pavlidis aussi, avec son implication. Le duel, match dans le match, Otamendi, Chouameni, revival de France-Argentine, ça avait bien cherché. Asensio qui prend un deuxième jaune, sinon du carton rouge. Pareil pour Rodrigo, qui a été expulsé. Et voilà, ce Benfica version José Mourinho, on se disait voilà, c'est pas ouf, surtout quand on voit la dynamique en championnat, et ils réussissent à inverser la situation, c'est fou quoi. Troubine qui se couche, c'est ça en fait, j'ai commencé live en parlant de ça. Si refaites-vous la fin de match de Benfica Real, vraiment c'est lunaire, parce que Benfica mène 3-2, et Troubine commence à gratter du temps, à ne pas faire son dégagement assez vite, parce que je pense qu'il n'a pas toutes les infos. C'est vrai que c'est une soirée de Ligue des Champions, et c'est logique que tous les matchs se passent en même temps pour éviter justement des petits cas de triche, tu vois, que des petits malins fassent des arrangements. Là, pour le coup, Benfica, ils savaient pas sur le terrain qu'ils étaient éliminés, et que Mourinho, Mourinho a dit qu'il pensait qu'il s'était qualifié à 3-2. Alors que tu vois, Rui Costa qui était fou dans les tribunes, vraiment, c'était le scénario un peu lunaire. C'est vrai que le coup franc du but, il y a faute, elle est vraiment très légère. Voilà. Après, bon, ça arrive au Real Madrid. Est-ce que c'est l'équipe qui peut se plaindre de l'arbitrage dans son histoire? Après, voilà, je sais que c'est toujours très touchy quand tu parles de l'arbitrage du Real, parce que certains vont dire, voilà, t'es anti-pro ou quoi. Mais oui, évidemment, je crois que c'est assez léger. C'est une faute maligne, intelligente, où le mec tombe et fait tout pour réussir à l'obtenir. Mais voilà, je pense que ça peut être une bonne piqûre de rappel aussi pour le Real version Arbeloa, qui s'est fait dominer, qui a vraiment subi pas mal de vagues et qui n'a pas été capable défensivement de résister à ce Benfica, qu'ils sont pas du tout arrivés. Parce que j'ai commencé à voir des TikTok, des vidéos, Arbeloa, la révolution parfaite du Real, ça y est, ils vont le faire, ils vont encore gagner une Ligue des Champions. Oula,
Doucement les gars, doucement, hein. Il est arrivé il y a 3 semaines, il s'est fait sortir par Albacete, une équipe de D2, 17ème de 2ème division. Pépère, tranquille, il va sans doute faire ses preuves, mais ne pas trop s'enflammer parce que c'est le pire, la culture de l'instant dans ce sport. Enfin, ok, on a vu des choses, hein, mais bon, t'en as mis 6 à Monaco. C'est vrai que t'as fait un bon match contre Villarreal avec la Panenka du diable. Villarreal qui est pour le coup une vraie bonne équipe en Ligue 1, Ligue des Champions, c'est autre chose. Mais voilà, il faut que Arbeloa ils prennent le temps un petit peu plus de s'installer. Et ouais, tu vois, mine de rien, cette équipe qui, comme l'an passé, va passer par les barrages. C'était le cas sous Ancelotti avec le match contre City. Là, pour le coup, on va voir quel sera le tirage au sort pour le Real. Ça, c'est Bodo Glimt ou Benfica. En vrai, ce serait drôle parce qu'en plus, t'as encore une fois Mourinho en face de faire de nouveau ce Real Benfica. Et tu vois, même si on sait que ce sera un match différent, qu'ils vont se remettre en condition parce que là, Real savait qu'il était qualifié. Mais le Real loupe de très peu le top 8. Hein, parce que City, le Sporting, Chelsea, Barça, tout ça, ils grattent leur place. Mais le Real, ils ont fait les cons. Hein, parce que normalement, même avec un nul, ils y étaient. Donc, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes dans ce sens. Voilà, Mbappé qui je crois continue des standards assez fous en LDC. 13 buts. Alors après évidemment, certains vont dire regarde les adversaires, oui, mais c'est vrai que après il aimait ses buts et j'ai bien aimé celui qu'il a mis sur le centre en retrait d'Arda Güler. Il a aussi marqué une tête. Après c'est vrai que t'as pas tort le god des francs. Mbappé marque 13 buts, mais le Real finit à 13 points. C'est symptomatique d'un football où les individualités ne suivent plus, on n'est pas au Blue Lock. J'aime beaucoup la ref. J'avais beaucoup aimé la première saison de Blue Lock. Ouais, ça suffit pas d'avoir un buteur à 13 buts. Et pourtant, c'est fou. Mais regarde, Kane, 8 buts, le Bayern, mais t'as d'autres arguments. Même City qui est imparfait, 7 buts pour Haaland, mais t'as d'autres qui peuvent performer, évoluer. Après, voilà, le Real va passer par les barrages. Et quand même, j'ai été taquin sur l'arbitrage, tout ça, Arbeloa. Vous savez, c'est toujours de bonne guerre, c'est jamais méchant. Mais j'enterre jamais le Real en Ligue des Champions. Même si c'est une équipe malade, maladroite, qui ne vit pas sa meilleure saison. J'ai tellement vu des scénarios fous, rien que le Real City de 2022, je sais que le Real Madrid ne doit jamais être une équipe sous-estimée. Donc, quand bien même on voit des lacunes défensives, parce que c'est encore 4 buts encaissés ce soir, hein, le Real, ça fait 12 buts encaissés en 8 matchs. Alors, c'est vrai que t'en marques 21, mais attention, hein, c'est vrai que c'est quand même récurrent que la défense du Real nous inquiète. Hein, ils en ont pris 5 contre Atlético, t'en as repris 3 contre le Barça. C'est vrai que t'as vraiment du mal dans cet exercice. Parce que moi je suis convaincu que Heusen et Carrera c'est des bonnes recrues. Il va falloir leur laisser un peu de temps encore pour s'aguerrir. Moi le principal souci c'est qu'Asensio, ça doit pas être titulaire Real. Pour moi Asensio ça va être 3ème ou 4ème. Et là ce soir t'aurais dû avoir un Militao parce que c'est vraiment leur meilleur défenseur. Il doit revenir début 2026, février 2026. J'espère pour eux que ce sera le cas pour lui. Donc ouais, le Real qui malheureusement n'a pas su aller chercher cette qualif contre un surprenant Benfica. Et j'insiste, hein, le Benfica a perdu tous ses premiers matchs, quoi. Enfin, là, pour le coup, on est aussi sur un truc assez lunaire. Le Benfica qui a commencé sa campagne en perdant à la maison 3-2 contre Karabakh, déjà c'était très mal embarqué. Tu perds ensuite 1-0 à Chelsea, tu perds 3-0 contre Newcastle à St. James Park et tu perds 1-0 à la maison contre Leverkusen. Qui pouvait y croire à ce moment-là? Et derrière, bah, tu vois, tu fais ces succès à l'Ajax, contre Naples. Derrière, tu perds contre la Juve, mais tu es encore en vie et tu t'en sors avec un but à dernière minute, dernier instant. C'est quand même fou, quoi. C'est vrai que le Real, il va leur manquer 2 joueurs pour le barrage. Ouais, avec Rodrigo et Asensio. C'est pas un truc à négliger, quoi. Ouais, c'est vrai que tu prends 4 buts alors que t'as Courtois qui est toujours à un très très bon niveau. Ça, c'est quand même assez dingue. Un autre match où je voulais m'arrêter, les amis, c'est Naples qui s'incline contre Chelsea. On va parler de Naples, évidemment, surtout d'Antonio Conte, un coach qui est vraiment malheureux, qui n'y arrive pas dans cette compétition. C'est une malédiction, c'est vraiment son némésiste, son antagoniste. La coupe aux grandes oreilles dès qu'il y a cette musique. Il n'y arrive pas. C'est dingue, hein. Les années passent, les clubs passent, la Juve, Chelsea, Tottenham, l'Inter et même Naples. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc t'es éliminé, quoi. T'es même pas barragiste. Et moi j'avais espoir que Naples fasse encore une fois un beau parcours. Parce que je pense qu'ils avaient quand même fait un beau mercato. Alors oui, t'as eu des absents. Mais Conte, ouais, c'est vraiment un truc où t'as un blocage qui est dingue. Et avant d'aller revoir les différentes éliminations du coach italien, un mot sur Joao Pedro qui a été exceptionnel. Allez vous faire le doublé de Joao Pedro qui a envoyé 2 buts. Mais le premier but où il fait un espèce de contrôle enchaîné aux 25 mètres et il envoie une frappe du gauche qui va pleine lucarne opposée. Le but est juste fou dans l'exécution. Et pareil, le deuxième où il fait un contrôle
presque grand pont sur le joueur de Naples, et derrière il résiste à un ou deux retours et va planter seul le but. Joao Pedro, très beau neuf, franchement un doublé de mec brutal. Et Vergara, alors Vergara, en vrai de vrai, un joueur qu'on découvre qui est assez jeune, mais qui a marqué un but de fou parce que le mec il est parti un peu demi-espace gauche et il a fait une roulette pour aller marquer derrière ce but. Et tu vois, Naples a quand même marqué un deuxième avec Højlund. Donc Naples, au bout d'un moment, était qualifié, mais ça n'a pas suffi, tu vois, à aller récupérer cette victoire et cette qualification. Donc Chelsea, tu vois, c'est le genre d'équipe, je me méfie un petit peu. Après, certains vont dire, oh, tu te méfies de toutes les équipes, mais en fait, eux, je sais que c'est vraiment une équipe de coupe. On l'a vu lors de la Coupe du Monde des clubs, on sait qu'ils ont un gros rapport avec des champions. Chelsea, même quand c'est une année peut-être un peu plus creuse, on y croit moins. Je me dis que cette équipe, à tout moment, elle peut réussir à faire un vrai parcours. Et quand tu vois l'effectif, alors oui, des fois tu te dis toujours, bon, le gardien, mais Robert Sanchez, il fait sa saison. Le numéro 9, c'est pas un top 9 mondial, mais Joao Pedro, il a quand même 2-3 fulgurances. Et là, en plus, tu fais ça. T'as Cole Palmer qui rentre, qui fait un doublé de passe D, donc bien inspiré. Et puis tu vois, hein, bon, Neto, pareil, c'est un peu plus caricatural en ce moment, mais Estevao, grosse pépite. Fernandez, Caicedo, André Santos ou Rossenior, la nouvelle connexion strasbourgeoise, ça, qui a eu tant de jeu. Attention, Fofana, il s'est quand même bien fait avoir sur le but de Vergara, mais t'as aussi Cucurella, Rich James, Gusto, donc t'as un très très bel effectif, t'as un beau 11. C'est pour ça que je reste un peu sur mes gardes quand je parle de Chelsea, parce que je pense qu'ils peuvent en étonner plus d'un coin. Et par exemple, si le PSG tombe sur eux, en huitième, s'ils passent leur barrage, moi je me méfie, hein. Franchement. Alors, données de performance, comptez, Europe. Attention, éloignez les enfants, ça risque d'être assez vilain à voir. Antonio Conte, c'est 50 matchs de Ligue des Champions, 17 victoires, 16 nuls, 17 défaites. Équipe presque parfait, mais pour un coach comme ça craint quand même. Alors, son meilleure performance, c'est une finale avec l'Inter. On s'en souvient à l'époque Covid. Sinon, c'était une demi avec la Juve. Avec Tottenham, c'est une phase de groupe contre. Putain, déjà, ça pue un petit peu. C'est vrai qu'avec l'Italie, ok, t'as l'Euro, le quart. Sinon, avec la Juve, première année, c'est quart de finale. Ensuite, ça passe pas la phase de groupe. On s'en souvient avec le fameux match sous la neige à Galatasaray. Derrière, c'est huitième de finale. Je crois que c'était contre le Barça où ils sont éliminés. Inter, phase de groupe, 2 victoires en 6 matchs. L'année après, c'est une seule victoire en 6. Oh là là, c'est terrible. Tottenham, huitième de finale. Et ouais, non, mais quand ça veut pas, son meilleur bilan, c'est un quart de finale, ça remonte à la saison 12-13, quoi. Sinon, depuis, il y a toujours ouais, ce truc où il empêche de performer. Alors, c'est vrai que tu tombes sur une très bonne Juve, enfin un très bon Bayern, qui va au bout cette année-là. T'as un bel effectif, quoi. Et en quoi que, t'avais pas encore Tevez, par exemple, qui pouvait faire des différences. Par la suite, du Dybala, tout ça. Mais ça reste la meilleure performance de Conte. Un coach que j'apprécie grandement. Championnat, mais Ligue des Champions, ouais, il y a vraiment un truc où ça se passe mal, quoi. Chelsea, je crois que le 8 de finale, c'était contre le Barça. Et vraiment, le Barça avait été chaud. Ouais, 3-0 au retour. Merci, au revoir. Ça ne l'avait pas fait. Ouais, tu vois, Messi, Suarez, Iniesta, Dembélé, Rakitic, Busquets, Alba, Umtiti, Piqué, Roberto, Ter Stegen. En face, c'est Courtois, Rudiger, Aspi, Christensen, Fabregas, Kanté, Victor Moses. Ah, tu vois, il y a des joueurs qui sont vraiment comptés 100%, quoi. Victor Moses, là, c'est tellement lui. William, Hazard et Giroud. Donc, ouais, et attends, l'Inter, il y a une année où il s'était fait avoir avec le PSV. Là, cette saison-là, ils se sont fait avoir avec le Slavia Prague, tu vois. Ils gagnent pas à la maison contre le Slavia Prague et derrière, ça conditionne tout. Ils perdent 3 fois. Ils perdent 2 fois contre le Barça et surtout, ils perdent contre Dortmund. Donc, c'est un coach qui est maudit. Et la saison suivante, je crois que c'est ça, c'est contre le PSV dans le groupe. Non, même pas. C'était une autre année. Non, c'était peut-être Spalletti avec le PSV. Du coup, là, c'est un groupe où c'était avec le Shakhtar. T'as le Real, mais t'as aussi Gladbach, tu vois. Gladbach, tu fais 3 nuls sur 4 contre le Shakhtar et Gladbach. Ah, franchement, le bilan, à chaque fois, il est catastrophique. Et contre Tottenham, tu sors contre l'AC Milan. Bah voilà. Une défaite 1-0 au match aller. Et t'étais ça dans ce groupe contre, contre l'OM. Et là, Naples, hein, ouais, bah, encore une fois, hein, tu perds contre Chelsea, tu perds contre le PSV 6-2. C'est vrai que le PSV qui se fait éliminer alors qu'ils en prennent 6 là-bas. PSG qui finit combien? 28ème. Ah ouais, non, c'est terrible, hein. Franchement, c'est un coach, encore une fois, j'apprécie la manière dont il bouleverse ses équipes. Il amène une révolution très vite. Mais alors, le bilan en Europe, ouf. Alors, il fait bilan d'Europa quand même. Et on parle d'Antonio Conte. Pour moi, Antonio Conte,
c'est un coach qui doit être capable de faire tellement mieux que juste une finale d'Europa. Meilleure performance, c'est un quart qui remonte à 2012-2013. C'est un bilan qui est tellement insuffisant. Là, c'est dur. Et même cette finale d'Europa, bah, tu la perds. Donc, ouais, un coach qui est vraiment maudit dans son histoire européenne. Donc, ça, c'est assez terrible en résumé, quoi. Sinon, bah, après, je pense que je vais pas pouvoir m'arrêter sur tous les matchs parce que, bien sûr, il y avait des choses à droite à gauche. Arsenal qui s'impose contre le Kairat Almaty avec un petit succès 3-2, mais c'est quand même, tu vois, un huitième succès sur 8. Donc, ça te permet d'être, encore une fois, capable d'aller chercher une performance historique dans cette LDC nouvelle version. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez appréciable. En plus tu vois, tu retrouves la confiance pour tes buteurs. Havertz qui n'avait pas marqué depuis un an, Martinelli, grosse crise, Gyökeres j'en parle même pas. Donc au moins tu as des petits buts par-ci par-là qui peuvent faire du bien à ce type de joueur. Qu'est-ce qu'on a d'autre. Le Sporting qui va aller chercher son top 8 en gagnant 3-2 contre l'Athletic Club. Bodo Glimt, les boss. Bodo Glimt avec encore un but de Hogg qui a mis un super doublé contre City, qui va s'imposer contre l'Atlético. Et Atlético, du coup, ça dit quoi juste le classement? Tu vois, Atlético, c'est con parce que s'ils gagnaient contre Bodo, ils étaient potentiellement. Après, ouais, la différence de but, ça aurait peut-être été trop juste. Mais tu vois, l'Atlético qui a bien régressé, hein, qui est 14e. Et Bodo Glimt, bah, chapeau à eux parce que c'est la 23e place. Et c'est une équipe qui avait fait de très très bons résultats en Europa, en conférence. Je le répète, hein, mais à l'échelle du foot norvégien, quand tu bats à la maison le Celtic, quand tu bats la Roma, quand tu fais des résultats contre la Lazio, contre l'Olympiakos, et que là, bah, tu as battu City, bah, tu n'es plus forcément un tout petit. Tu es une équipe qui commence à avoir un beau vécu en Europe. Et là, bah, c'est une performance historique pour eux. Donc, chapeau à Bodo Glimt qui pense le faire. Que penses-tu justement de ce record de 8 victoires? C'est une belle perf. C'est une belle perf. Faut pas la banaliser. C'est pas l'exploit du siècle, mais on sait que Liverpool l'an dernier avait échoué lors du dernier match contre Eindhoven. Après, voilà, il faut réussir pour Arsenal à convertir des fois ses bonnes stats, ses bonnes dynamiques, ou rebondir, comme on peut le voir par rapport à la défaite contre United, et réussir à enfin remporter ce titre majeur. On veut une première ligue ou on veut une Ligue des Champions pour cette équipe. C'est le bon cycle, c'est le bon moment. Le fruit est mûr à être cueilli. Maintenant, bah, il faut ne plus trembler ou ne plus se limiter à certains exercices que tu maîtrises à merveille. Et je pense qu'Arsenal peut faire bien mieux. Et à commencer, encore une fois, j'ai parlé des différents joueurs qui marquaient le pas sur l'efficacité. Arteta, on peut lui reprocher certaines choses, mais la série de matchs sans marquer de Martinelli, de Gyökeres, de Madueke qui est immense, de Saka, Eze qui, hormis le triplé contre Tottenham, n'a pas fait grand-chose. Oui, Arteta, peut-être qu'il peut les mettre en meilleures conditions, mais au bout d'un moment, la vérité, elle appartient aussi aux joueurs, aux grands joueurs, et ils doivent être en mesure de nous proposer bien mieux. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Et dans le sens, ouais, comme je dis, Boglin, très content pour eux parce que succès historique, ils vont se faire un barrage, ça permet de grandir un peu plus. Quand on voit encore une fois le 11, t'as Hogg qui est danois, t'as le gardien qui est russe, et sinon tout le reste c'est que des joueurs norvégiens. Donc avec ceux qu'on a connus, Hogge qui est passé par le Milan, Patrick Berg qui a joué quelques matchs au RC Lens, Evian qui a joué à Alkmaar. Tu vois, c'est pas des grands parcours, mais ça forge quand même un groupe. Et voilà, ils sont quand même allés faire tomber l'Atlético sur son terrain. Et moi je trouve que c'est une vraie belle perf. Ça c'est pas banalisé du tout ce qui se passe. Le Barça qui en met 4 à Copenhague avec Rafinha, Yamal et Lewandowski buteur. L'Inter qui s'impose avec un but d'Andy Diouf. Je suis content pour lui, mon petit joueur. Liverpool qui en met 6 à Karabag. Vraie belle performance. Et ça va faire du bien à certains joueurs comme Salah qui n'avait pas marqué depuis début novembre. Je pense à Ekitike qui a marqué encore une fois un vrai beau but lancé dans le camp adverse à une médiane, qui fait un premier beau contrôle, un espèce de grand pont et qui derrière fait une très belle finition. Ekitike, j'ai fait un tweet là-dessus, mais de cette manière-là, plus la teinture elle est ignoble, plus le joueur me procure des sensations footballistiques qui sont dingues. Donc Hugo continue comme ça. Il y a une Coupe du Monde, il y a une liste déjà à aller chercher, mais aussi une Coupe du Monde à aller sécure. Triplé de passe D de Van Dijk. C'est vrai que Van Dijk il a fait un... Ouais, c'est vrai que c'est ouf ça. Triplé de passe D de Van Dijk qui a été à la fête. Et d'ailleurs le coup franc de Salah est très beau avec la petite combinaison de Szoboszlai qui est un peu un copier-coller de l'autre côté de celui qu'ils avaient mis contre Bournemouth. McAllister qui met un doublé, Wirtz aussi. Voilà, après Karabag, on sait qu'en dehors de l'Azerbaïdjan, ça va être une équipe un peu plus dure. Bon, ils ont quand même fait un gros résultat du côté de Benfica. Mais bon, je pense que Liverpool, c'est bien parce que ça va rassurer certains. Salah qui n'avait pas marqué depuis un moment. Et Ekitike qui continue. T'as pas encaissé de but. Donc pourquoi pas avoir un peu plus de certitude dans ce sens
pour les Reds qui en ont bien besoin et qui bah, du coup sécurisent ce fameux top 8. Et puis oui, aussi Moussiala buteur, côté Bayern, ça je suis très content parce que bah, on aime les techniciens, on aime les beaux joueurs, on aime les mecs qui nous transmettent des émotions et Moussiala en fait partie. Donc tu vois, il a pu enchaîner et faire ce match. Donc très content pour lui. Il a fait 1 heure de jeu, ça revient petit à petit. Il y a Alphonso Davies aussi qui récupère du temps de jeu. Donc ce Bayern là avec ces deux joueurs pour voir ce que ça peut donner, je pense que ça va être assez sensationnel quoi. Euh, T'en penses quoi du classement des équipes anglaises? Je suis passé sur le stream de Zach et ça parlait d'un rajout de règlement du type tu instaures une règle pour les deux pays avec le plus haut coef européen, avec les clubs de ces deux pays qui peuvent s'affronter une phase de ligue. Oui, oui, après ça peut être saoulant d'avoir encore une fois des affiches de première ligue, mais peut-être que trouver un équilibre à cette réforme, parce que du coup, oui, il y a des clubs anglais qui s'évitent, et comme je dis, le classement moyen, et même le niveau moyen d'une équipe de PL, il est supérieur, quoi qu'on en dise, à celui bah, de la Liga, de la Serie A, de la Bundes, tout ça. Donc peut-être trouver un arrangement pour avoir moins ça. Après, bah, c'est aussi peut-être. C'est vrai que tu vois Tottenham en première ligue qui galère et là qui fait tranquillement top 8 sans forcer. Ça peut poser des questions, mais bon, le PSG les a battu 5-3 et le PSG aurait dû terminer tous les jours devant cette équipe de Tottenham. Ils peuvent s'en prendre quand même, tu vois. On peut aussi inverser le raisonnement. Ces équipes, elles terminent là. Mais bon, le Real qui a fait n'importe quoi à Benfica. T'as le PSG qui se saborde, l'Atlético qui se saborde contre Bodo Glimt et qui a même perdu d'autres points en route. Donc je pense tu peux peut-être trouver quelque chose à redire, mais ça ne doit pas toujours être tu sais, le grand méchant Première Ligue. Et puis ils vont nous quitter, mais ça a été un parcours admirable. Pas fausse, évidemment. Pas fausse qui en a mis 4 au Slavia qui était déjà éliminé. Avec le but de Dragomir, un but de fou, vraiment une patate atomique, 30-35 mètres. Orzic qui a encore marqué un joli but, qui en avait déjà mis un contre le Bern qui était très sympa. Donc voilà, pas fausse termine du coup 26ème. Était pas loin peut-être d'aller chercher le Graal, mais voilà, comme je vous le dis, je suis content de ce que j'ai vu des petits, que ce soit Karabag, surtout Bodo Glimt, Paphos, Union Saint-Gilloise. Ils n'ont pas été ridicules. Le Kairat a pris qu'un point, mais finalement, ils ont aussi proposé des choses. Tu vois, contre l'Inter Arsenal, ils ont limité la casse. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Les amis, on va se quitter là-dessus. Je pense qu'on a fait le gros tour de ce qu'il y avait à dire sur ce multiplex de Ligue des Champions. Ne vous en faites pas, demain on revient midi hors jeu pour revenir sur cette actualité encore une fois brûlante. On sera nous en stream, je pense vers 20h30. On va vivre ensemble le dernier multiplex d'Europa League. Ça va être vraiment chill. Hein. Voilà, l'Europa League on l'a suivi à distance, pas forcément en live, mais c'est plus histoire de se faire un live ensemble comme l'an dernier avec toutes ces affiches. Donc on rappelle pour les clubs français, Lille qui affronte Fribourg, Nice qui va au Ludogorets. Malheureusement l'enjeu du 8 sur 8, cette fois-ci pas comme Arsenal, il est plus possible. Lyon contre le PAOK. Et puis tu as aussi voilà, du Betis Feyenoord, du Panathinaikos Roma. Tu as du Celtic Utrecht. Tu as Aston Villa Salzbourg. Tu as Porto Rangers. Tu as quelques affiches qui sentent bon. Mais c'est surtout histoire de passer une bonne soirée ensemble. Et ouais, l'enjeu pour Lille, d'éviter la Bérésina. Vu la situation du LOSC en ce moment, ça va être intéressant ce match à la maison contre Fribourg. Donc merci à vous de m'avoir suivi dans cette soirée européenne. Toujours un plaisir de faire des lives avec vous. Pour ceux qui sont arrivés en cours, le débrief va arriver assez vite en rediffusion sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a également toujours le contenu qui est disponible, le code des Scipions en podcast. Donc Deezer, Apple et Spotify principalement. Moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Demain midi sur hors-jeu et du coup dans la soirée vers 20h30 pour suivre ce multiplex d'Europa League ensemble. Passez une bonne soirée, une bonne nuit les boss et je vous dis à très vite. Salut à tous.